personne sur 2, dans les quartiers prioritaires, abandonne son projet faute de trouver des financements. Alors que faisons-nous? On se contente de les abandonner ou on tente quelque chose? Notre métier, c'est faire en sorte que les porteurs de projets aient un prêt d'honneur et un prêt bancaire. Mais est-ce que notre mission s'arrête à cela? C'est important, oui, mais pouvons-nous aller au-delà? Revenons un peu sur l'historique. Une collègue de l'équipe a travaillé en banque et dans les finances solidaires. Et en 2008, elle a eu envie d'utiliser tous les outils qu'elle connaissait pour fédérer autour des projets de quartier et réussir à lever des fonds pour ces projets. Elle y faisait d'ailleurs des permanences, ça s'appelait service d'amorçage au projet. Elle aime faire ça. En fait, peu de gens travaillent vraiment sur ces profils lorsqu'ils ont des difficultés à obtenir les financements. Ils font le parcours de création et à un moment donné, il y a un blocage. C'est décourageant, démotivant, frustrant. Notre collègue aime rendre les choses plus simples. Elle passe du temps avec les porteurs de projets pour les aider à améliorer le dossier, les rassurer, les aider à lever des fonds. On sent qu'il y a un vrai besoin. C'était l'histoire de cette femme jeune, brune, la trentaine d'années. Elle était en reconversion professionnelle et voulait ouvrir un beau salon d'esthétique avec des produits bio, des beaux matériaux, et donc avait besoin de pas mal de financement. Elle était au RSA. Elle réussit à obtenir l'accord de prêt d'honneur, mais impossible de décrocher un prêt bancaire. RSA, c'est pas très rassurant pour les banques. Nous avons donc renforcé notre intervention par des fonds de revitalisation, monté le dossier FGIF, sollicité le parcours confiance qu'elle a obtenu, de même que la subvention CLAP. Elle a ainsi pu ouvrir un beau salon d'esthétique. Elle est montée en professionnalisation et par la suite est devenue élue au commerce. Aujourd'hui, elle apporte sa compétence à des personnes en précarité et nous les envoie. Alors, vous allez me dire, plus précisément, la médiation financière, c'est quoi? Comment fait-on? C'est un travail de longue haleine. Il faut faire passer son enthousiasme, sa motivation, dédramatiser l'aspect financier, rassurer. Le plus urgent est de lever les freins. Lorsque nous sommes dans les quartiers, avec nos collègues, Mission Locale, Maillage, Cité Lab, certaines personnes expliquent qu'elles ont une idée de projet, mais que de toute façon, ça ne vaut pas le coup, car elles n'arriveront jamais à obtenir les financements nécessaires à l'aboutissement de ces projets. Il est donc important, deuxièmement, d'être pédagogue. Nous leur expliquons que nous allons les aider à trouver des financements. Il faut expliquer, réexpliquer. Il est donc important d'être plus créatif dans l'accompagnement. Certaines personnes sont très éloignées de la création. Ils ont des profils très différents. Il s'agit donc d'adapter notre langage, leur expliquer des choses qu'ils comprennent, aborder le projet selon leurs préoccupations, s'adapter à leur rythme. Nous les préparons également à présenter le dossier aux banquiers et au comité d'agrément, où nous avons pu entendre, au sujet de personnes à l'allure étrangère, « Oh, mais de toute façon, dans ces communautés-là, il y a de l'entraide ». Nous avons donc aussi un rôle pédagogique vis-à-vis de nos partenaires et financeurs. Enfin, il faut être patient. Nous organisons des tours de table avec les financeurs, les banques, finances solidaires, les fondations. Et lorsqu'un partenaire se retire, eh bien, il faut tout recommencer à zéro. Alors oui, nous allons au-delà de la médiation bancaire traditionnelle. Les relations avec les banques sont importantes, mais vous l'avez compris, parfois insuffisantes. Et je suis convaincue que ça vaut le coup.
Pouvons-nous laisser une partie de la population sans accès à nos services, alors que nous avons tous les atouts pour y arriver, comme une implantation locale, alors que nous nous appelons Initiative France et que nous y sommes parce que nous partageons des valeurs? Ça me fait penser à l'histoire d'Alexander, 26 ans. Il vient nous voir l'an dernier et nous explique la situation. Sa maman, d'origine polonaise, avec un fort accent polonais, travaille dans la librairie papeterie de Tourcoing depuis 15 ans. Malheureusement, la librairie papeterie ferme. La clientèle est très attachée à ce commerce de proximité, qui fournit aussi d'ailleurs les écoles. Et sa maman n'a pas du tout envie que tout s'arrête. Elle a 50 ans, elle n'a pas d'argent, elle vient de financer les études de son fils. Elle et son fils décident de s'associer pour reprendre ce commerce et conserver les 3-4 emplois. Le papa d'Alexander est décédé et il a eu 20 000 € en héritage qu'il met en apport, plus le prêt d'honneur. Mais comment arriver à 200 000 €? Il sollicite les banques, mais ça ne marche pas. Nous avons alors l'idée de présenter le dossier à la Nef, qui est un financeur solidaire qui intervient sur des projets de plus gros montants liés à la culture, à l'écologie ou avec une dimension sociale importante. Au final, la Nef accepte le dossier, ce qui va déclencher un accord de prêt bancaire en cofinancement. Aujourd'hui, c'est Alexander qui est gérant de la société. Ils nous ont fait confiance et ça a marché. Alors, je vous repose la question. Pouvons-nous laisser de tels projets de côté? Notre rôle n'est-il pas aussi d'aider à rebondir en partenariat avec les dispositifs existants? Car nous avons toutes les cartes en main. Premièrement, lever les freins des porteurs de projets, nous savons faire. Deuxièmement, les aider, être pédagogues et créatifs, aider à réécrire un plan de financement pour qu'il soit un peu plus sexy pour nos amis banquiers, adapter notre langage, nous savons faire. Enfin, troisièmement, être patient avec les créateurs, les partenaires, nous savons faire également. Alors, saurons-nous prendre la décision, celle de nous dire « ça vaut le coup ».